Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 12 habitudes et principes suivis par les minimalistes japonais. Je ne me considère pas moi-même comme une minimaliste, mais j'aspire à le devenir. Mon mari japonais, en revanche, est un fervent minimaliste. Je vous partagerai donc des exemples de notre vie quotidienne pour illustrer ce que signifie vivre avec un minimaliste japonais. La culture japonaise est intimement liée au minimalisme. Si le minimalisme est une tendance actuelle, au Japon, il était autrefois une nécessité, en raison des ressources limitées de l'archipel face à sa forte densité de population. C'est pourquoi le minimalisme imprègne la plupart des philosophies japonaises. Beaucoup associent le minimalisme à une faible quantité d'objets, mais au cœur du minimalisme japonais se trouve le ikizan, la soustraction, là où l'on utilisait plusieurs objets différents, les Japonais cherchent à réduire au maximum les éléments et à n'en utiliser qu'un seul. 1. Les Japonais utilisent des baguettes pour tout. Toutes occasions confondues, besoin de mélanger quelque chose? Des baguettes suffisent. Pourquoi une spatule pour faire revenir des aliments quand on a des baguettes? On peut même retourner une omelette avec des baguettes. Nous mangeons bien sur la cuisine japonaise avec des baguettes, mais aussi des soupes, des spaghettis, et même mon mari tente de manger de la purée de pommes de terre avec, je ne le laisse pas faire. Il y a des cuillères pour ça. Bien que nous ayons de nombreux couverts et ustensiles de cuisine, nous utilisons principalement des baguettes. Actuellement, nous utilisons des baguettes en aluminium compatibles lave-vaisselle, ce qui est très pratique. On peut cuisiner avec, faire revenir à la poêle, préparer des soupes, remuer, tout est possible sans craindre qu'elles ne fondent comme des ustensiles de cuisine en plastique. De plus, la fabrication des baguettes en bois est une industrie artisanale importante au Japon, souvent familiale et transmise de génération en génération, contribuant à la préservation des savoir-faire traditionnels. 2. L'espace multifonctionnel. Les maisons et appartements japonais sont très petits, et ce n'est pas un phénomène récent, il y a 200 ans, les Japonais vivaient déjà dans des maisons très compactes. Plusieurs raisons à cela. 1. Ils essayaient de réserver le maximum de terre aux rizières afin d'augmenter les récoltes. Les Japonais vivaient donc dans de petites maisons même s'ils possédaient de vastes terrains. 2. La philosophie japonaise considère qu'un tatami suffit à une personne pour vivre confortablement. Le tatami est un revêtement de sol japonais fait de paille de riz et disposé en modules. Un module de tatami égale 182 cm x 91 cm. Pourquoi cette taille? Parce qu'au Japon, on ne mesurait pas en centimètres, mais avec ses propres unités. Cette taille est considérée comme idéale pour dormir, s'asseoir et manger. En général, cela devrait suffire si vous faites des tailles japonaises. Les tatamis modulaires ont été et sont toujours utilisés dans la conception des maisons et appartements japonais. Aujourd'hui, les Japonais ne vivent pas sur un seul tatami, mais on considère qu'une pièce de 6 tatamis suffit à une vie normale. Cette pièce, avec ses 6 tatamis, est très confortable. Je l'utilise comme studio, c'est ici que je filme mes vidéos. Nous recevons aussi nos invités dans cette pièce, il suffit de dérouler des futons. Très pratique. Les chats adorent les tatamis, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'odeur. Dans l'architecture traditionnelle japonaise, on ne crée pas de pièces différentes pour des fonctions différentes. Même aujourd'hui, les Japonais peuvent manger, dormir et recevoir des invités dans la même pièce. On utilise simplement des meubles différents pour des fonctions différentes. L'utilisation du tatami est également liée à des aspects environnementaux, la paille de riz étant une ressource renouvelable et biodégradable. 3. Peu de meubles. Pourquoi des chaises quand on peut s'asseoir par terre? C'est ça le vrai minimalisme japonais hardcore. Comme le tatami est utilisé depuis longtemps au Japon et qu'il est assez doux au toucher, les Japonais utilisaient et utilisent encore très peu de meubles. On peut simplement s'asseoir sur le tatami ou utiliser un petit coussin. Pourquoi un lit quand on peut utiliser un futon, que les Japonais utilisent encore souvent aujourd'hui? Il se plie et se range dans un placard. C'est pourquoi les placards japonais paraissent étranges aux étrangers. Ils sont très profonds car conçus pour y ranger un futon au pas pour les vêtements. Autrefois, si les Japonais utilisaient des meubles, ils étaient tous très compacts et légers, pour pouvoir être facilement déplacés, rangés ou échangés pour une utilisation multifonctionnelle de l'espace. Aujourd'hui encore, les Japonais préfèrent ces meubles légers ou des meubles facilement transformables pour s'adapter aux différentes fonctions de la pièce. Par exemple, des canapés bas modulaires utilisables sur un parquet ou sur un tatami. Des tables basses ou pliantes, et au lieu d'un lit classique, un futon, ou un simple matelas sur pied au lieu d'un lit avec sommier. Pour être honnête, en tant qu'architecte et décoratrice d'intérieur au Japon, c'est parfois difficile de travailler,
car tous les Japonais ne veulent pas vivre au niveau du sol. J'ai des commandes où les gens demandent des designs plus européens, mais au Japon, il est assez difficile de trouver des meubles japonais aux normes européennes. De nombreux fabricants de meubles japonais, même aujourd'hui, fabriquent des meubles axés sur cette vie au sol, où les chaises, canapés et tables sont assez bas. L'industrie du meuble japonais s'adapte progressivement aux nouvelles demandes tout en conservant son héritage artisanal. 4. La division de l'espace. Pour une organisation plus flexible de l'espace et faciliter le changement de fonctionnalité, les Japonais utilisent des portes coulissantes Fusuma et des cloisons Shoji. Les Fusuma sont des portes coulissantes légères généralement utilisées comme porte entre les pièces, ainsi que pour les placards japonais Oshir, où l'on range généralement un futon et de gros objets. Disons que nous stockons beaucoup de boîtes inutiles ici. 2 portes identiques. Celle-ci mène dehors. Et voici notre placard. Je trouve que c'est très minimaliste d'utiliser les mêmes portes pour les pièces et les placards. Cependant, le design des Fusuma n'est pas toujours minimaliste, parfois, ils servent d'accent décoratif, ornés de motifs ou de peintures. Les shoji sont des cloisons en papier de riz. Habituellement, les shoji et les Fusuma peuvent être entièrement retirés pour créer un grand espace, par exemple pour recevoir un grand nombre d'invités. Si nécessaire, on peut diviser un grand espace en pièces plus petites à l'aide de ces cloisons. Aujourd'hui encore, de nombreuses maisons traditionnelles japonaises utilisent ces cloisons. Par exemple, les parents d'Izumi ont beaucoup de pièces séparées par du papier, ce qui est probablement très pratique lorsqu'il faut modifier la fonctionnalité de l'espace. Mais, bien sûr, l'intimité y est limitée. La fabrication artisanale de Fusuma et shoji est un art ancestral, utilisant des techniques et des matériaux traditionnels. 5. L'esthétique de la simplicité. Beaucoup connaissent le côté minimaliste de l'intérieur japonais, mais l'une de ses caractéristiques principales n'est pas seulement l'utilisation d'un minimum de détails décoratifs, même si des éléments décoratifs sont utilisés, il s'agit généralement de détails qui soulignent la beauté et l'imperfection de la nature. Par exemple, on peut utiliser comme décoration une colonne en bois non parfaitement carrée, mais où on a laissé une courbure du bois, pour montrer qu'il n'était pas parfaitement droit. On peut aussi laisser un peu d'écorce sur la colonne. Dans un intérieur japonais, on utilise généralement non pas des éléments décoratifs comme en Europe, mais un jardin. La vue sur le jardin est la principale décoration de l'intérieur. On appelle ça le shekkei. Les designers conçoivent les fenêtres et leur placement pour attirer l'attention du visiteur là où ils le souhaitent. Par exemple, il existe le Yukimi-mado. C'est une fenêtre très basse qui ne permet de voir que la partie inférieure du jardin. On ne voit que le sol, les plantes basses couvertes de neige, et rien d'autre n'empêche d'admirer cette partie du paysage. L'art du jardin japonais, avec ses principes d'asymétrie et d'imperfection contrôlée, est un élément essentiel du minimalisme japonais. 6. Le minimalisme dans l'alimentation. Les minimalistes japonais privilégient les plats simples et de saison qui mettent en valeur les saveurs naturelles des ingrédients. Le sashimi, par exemple, est très apprécié. Ce ne sont que des tranches de poisson cru. De nombreux plats traditionnels japonais ne contiennent que quelques ingrédients. Cela peut être du poisson simplement cuit au sel ou une soupe miso, faite uniquement d'algues et de tofu. Il n'est pas nécessaire de couper beaucoup de légumes différents, comme dans le bortsch. Ainsi, même si la cuisine japonaise semble composée de nombreux petits plats, chacun de ces plats ne prend que 5 à 10 minutes à préparer. Il est donc beaucoup plus rapide de préparer un repas japonais que des raviolis, des poivrons farcis ou des choux farcis. C'est une vraie aubaine pour les minimalistes qui veulent gagner du temps et manger sainement. Nous préparons généralement de la cuisine traditionnelle japonaise à la maison, et parfois je fais du bortsch selon mon humeur, quand j'ai beaucoup de temps. L'accent sur les produits frais et de saison contribue également à réduire l'impact environnemental. 7. La garde-robe universelle. Ce n'est pas propre aux minimalistes japonais, mais la garde-robe d'Izumi est une garde-robe super minimaliste. Non seulement il a très peu de choses, mais elles s'accordent toutes parfaitement. Il n'a pas le problème que j'ai, avec quoi je peux porter ce t-shirt? Quelles chaussures choisir? Je n'ai rien à me mettre. Il n'a pas ce problème. Même s'il n'a que 4 articles dans sa garde-robe. En plus des t-shirts classiques, il a 2 costumes en jean, un clair et un plus foncé. Il ajoute une veste pour les occasions plus formelles, et il a tout d'un coup une allure officielle. Honnêtement, je suis jalouse, il est beaucoup plus difficile pour les filles de choisir des vêtements aussi minimalistes. Sans veste, c'est déjà une tenue plus décontractée. Et il alterne simplement des t-shirts blancs et noirs. En fait, il n'a que quelques couleurs différentes.
J'envie ça. Le principe de la garde-robe universelle est simple, la majorité des articles doivent être portés toute l'année, et non, ceci est pour l'été, cela pour le printemps, etc. La plupart des vêtements doivent aussi bien s'accorder, pour avoir de nombreuses combinaisons avec peu de vêtements. J'essaie d'y arriver, mais je n'y arrive pas aussi bien qu'Izumi. La durabilité des vêtements est un aspect clé de ce type de garde-robe. 8. L'art de ranger. Non seulement au Japon, mais aussi à l'étranger, le livre de la japonaise Marie Kondo sur le rangement japonais a récemment été populaire. Elle y parle du rangement pour que la maison soit bien rangée. Les principaux principes sont de ne garder que les choses qu'on aime vraiment et de jeter le reste, et de savoir où se trouve chaque chose. Pour savoir où sont les choses et combien on en a, on plie les vêtements verticalement, et non horizontalement comme on le fait habituellement. Prenons un t-shirt, on le plie et on le place verticalement sur une étagère, on peut ainsi compter exactement combien de t-shirts on a, et on n'a pas besoin d'en acheter plus. Mais le livre de Marie Kondo ne traite pas vraiment du minimalisme, mais de la façon de ranger les choses facilement. Les vrais minimalistes japonais hardcore disent que pour un rangement minimaliste, il faut jeter toutes les étagères, car si on voit une étagère, on veut y mettre quelque chose, un livre, une décoration. Pour être vraiment minimaliste, il faut se débarrasser des étagères. L'approche du rangement japonais se concentre sur la fonctionnalité et l'harmonie visuelle. 9. Danshari, la libération des choses et du poids émotionnel qu'elles représentent. J'ai déjà un peu parlé du danshari dans une vidéo sur les habitudes que j'ai adoptées des Japonais, et c'est la même chose que Marie Kondo explique dans son livre sur le rangement japonais. Il faut ne garder que les choses qu'on aime vraiment, et jeter le reste. Danshari est un terme bouddhiste, et le bouddhisme est le summum du minimalisme. Le bouddhisme considère que tout ce qui nous entoure sont des tentations qui empêchent de vivre en paix et nous font sentir incomplets. Mais la vie n'a pas de sens véritable en bouddhisme. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous attache à ce monde, y compris les objets et l'attachement émotionnel à ces objets. Danshari, c'est donc jeter tout ce qu'on possède, mais aussi le sortir de sa tête. Si on ne le sort pas de sa tête, on finira comme moi, par racheter les mêmes choses qu'on a jetées auparavant, ce qui est loin d'être minimaliste. Le danshari est un processus de détachement et de simplification de la vie. 10. Prendre soin des choses et le concept de wabi-sabi. Les vrais minimalistes japonais n'achètent pas seulement des choses inutiles, ne trient pas et ne jettent pas les choses, mais prennent soin des choses qu'ils possèdent déjà, pour les utiliser plus longtemps. J'ai déjà dit qu'Izumi a ses costumes en jean, et qu'il les lave et les repasse à la main, et les fait sécher à l'air libre pour qu'ils durent plus longtemps. Et en principe, il est très soigneux avec toutes ses affaires. Ce que je ne peux pas dire de moi, malheureusement, c'est pourquoi mes affaires cassent souvent. C'est l'inverse du minimalisme si on casse des choses et qu'on en rachète de nouvelles. Le concept de wabi-sabi, en termes simples, c'est la capacité de voir la beauté dans l'imperfection, donc toutes les choses n'ont pas besoin d'être parfaitement neuves ou parfaitement propres. Par exemple, un arbre ne doit pas être parfaitement droit, un bonsaï, un arbre courbé, est considéré comme beau, ou une tasse ne doit pas être parfaitement ronde ou elle peut avoir des bosses. C'est le wabi-sabi. Et c'est très similaire au minimalisme dans le sens où il faut apprécier les choses, même si elles sont imparfaites. Le wabi-sabi encourage l'appréciation de la beauté naturelle et éphémère. 11. Motene. On entend souvent « motene » des Japonais, ce qui signifie littéralement « quel dommage ». Quel gâchis. On dit cela non seulement pour le gaspillage de temps, mais aussi pour la nourriture ou les choses qu'on a jetées, mais qui pouvaient encore être utilisées. C'est une sorte de philosophie japonaise d'utilisation frugale des ressources. Avant le début de l'industrialisation active, le Japon disposait de très peu de ressources et de nourriture, la faim faisait partie de la vie des Japonais ordinaires. C'est à cause de cette histoire que le mot « motene » est apparu au Japon, et est resté ancré dans la langue et la culture japonaise jusqu'à aujourd'hui. Même maintenant, les Japonais traitent toutes les choses avec beaucoup de soin. Bien sûr, tout le monde n'est pas japonais, mais beaucoup de Japonais que je connais sont très économes. Cela s'applique à la nourriture, ils finissent généralement toute la nourriture ou ils ne laissent pas un grain de riz dans le bol, ils utilisent aussi les vêtements et les traitent très soigneusement, ainsi que les machines. Je crois que beaucoup savent que les voitures d'occasion japonaises semblent n'avoir jamais été utilisées. Même notre voiture, qui a 12 ans, est en parfait état. Le motene reflète une éthique de responsabilité environnementale et une valorisation des ressources. 12. Le style de vie lent ou l'art de ralentir. Cela ne signifie pas qu'il faut bouger lentement ou vivre lentement. L'art de ralentir est un style de vie pour le présent, où l'on vit consciemment le moment présent.
Et c'est très difficile à faire aujourd'hui, car on pense constamment au passé ou au futur. L'une des façons les plus faciles de ralentir est de vivre avec les saisons. Au Japon, chaque saison a des plats différents qui se mangent à cette époque de l'année, des festivals et des événements différents, et même des fleurs que l'on admire en un mois particulier. Quand on essaie de se concentrer sur ces fleurs qui fleurissent en août, par exemple, on semble ralentir et on a le temps de regarder autour de soi. Bien sûr, je ne dis pas que je réussis toujours à suivre parfaitement ces principes, mais j'essaie, et cela m'aide vraiment à me débarrasser des choses et des pensées inutiles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quel principe des minimalistes japonais aimeriez-vous appliquer dans votre vie? J'attends vos commentaires avec impatience. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir.